Bonjour ou bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter une vidéo sur Ipitables. Cette vidéo réalisée par Elfoula Chorok et Nouare Zineb. Nous sommes étudiantes à l'EST Salé, filière administration réseau informatique. Ce travail est demandé par Monsieur Zanan. Et voilà le plan qu'on va suivre. Généralité, NetFilter, les tables, les chaînes, après les règles, ensuite les règles de pare-feu, fonctionnement de base, l'installation de iptable, la mise en pratique du dropping, et comment sécuriser une machine avec iptable, et finalement scripter les règles. Généralité. Dans le terme de pare-feu, au firewall peut désigner plusieurs choses, soit tout type de matériel qui agit comme une passerelle entre Internet et le réseau local, soit une application installée sur la machine est censée améliorer la sécurité. En ce qui nous concerne, il s'agira très précisément d'un filtre de paquets pour la sécurisation du trafic TCP/IP. Ce filtre devra analyser tous les paquets réseau qui entrent dans la machine et qui la quittent. Une série de tests décidera si les paquets ont le droit de passer ou s'ils doivent être bloqués. Comment l'utiliser pour le configurer et iptables. iptables. C'est quoi iptables? Bon, iptables est un logiciel Unix grâce auquel l'administrateur système peut configurer les chaînes et règles dans le pare-feu NetFilter. Ce logiciel est implémenté par défaut dans presque toutes les distributions Linux. iptables est utilisé pour les paquets IPv4 et IP6 tables pour IPv6. Sans oublier que iptables permet de créer des tableaux contenant des chaînes. Voici un schéma simplifié du cheminement d'un paquet TCP/IP dans le kernel. Traditionnellement, les schémas de pare-feu montrent l'Internet à gauche, puis le pare-feu, et enfin à droite le réseau local. Ce n'est pas le cas dans ce schéma, où les paquets entrant dans la machine depuis la gauche peuvent provenir aussi bien d'Internet que du réseau local. Et l'on est de même pour les paquets qui sortent du pare-feu à droite. Routine. En fonction de l'adresse IP et du numéro de port du paquet, le kernel décide si le paquet doit être traité localement ou s'il doit être transmis vers une interface réseau, et donc vers une autre machine de réseau local ou même de l'Internet. Filter input. Une série de tests basés sur un certain nombre de règles décide si le paquet est accepté pour être traité par des applications locales ou non. Local process. Il s'agit là tout simplement de l'ensemble des applications qui traitent ou qui produisent des paquets IP sur une machine locale, c'est-à-dire tous les services réseau, SSHD, HTTPD, etc. Filter output. Une autre série de tests basés sur une autre série de règles établit si le paquet a le droit de quitter le kernel. Filter forward. Ce filtre effectue des tests sur les paquets qui sont transmis sans être traités et décide s'ils ont le droit de continuer leur chemin. Le NAT post-routing. Au cas où la machine locale assure la connexion Internet pour d'autres machines grâce au relais de paquets, cette étape gère la manipulation nécessaire des paquets. Le filtre de paquets gérera les étapes filter input, filter output, filter forward et le cas échéant, NAT post-routing. Les parties routines et local process du kernel ou des services réseau communs et n'ont rien à voir avec le filtre de paquets. Concernant les chaînes et les tables de épitables, on trouve que les tables sont jouées dans un certain ordre et selon certains critères. On trouve les tables suivantes avec leurs chaînes. On a la table filter qui contient 3 chaînes, input, output, forward. Et la table NAT contient aussi 3 chaînes, output, pre-routing, post-routing. Et dernièrement, la table mangle contient tous les chaînes précédentes, c'est-à-dire input, output, forward, pre-routing, post-routing. L'accès aux tables se fait à travers le paramètre activité minuscule.
Par exemple, pour lister le contenu d'une table, c'est-à-dire ses chaînes et les règles de ces chaînes, il faut utiliser la commande iptable-t minuscule nat-l. On passe maintenant aux tables filter. Filter est la table par défaut. C'est la table utilisée pour définir les règles de pare-feu de la machine. En effet, cette table filter permet en outre de bloquer ou autoriser les paquets qui entrent et sortent. Et elle contient les chaînes suivantes. Input, les paquets à destination de la machine. En général, à destination des processus locaux. Output, c'est-à-dire les paquets sortant de la machine. En général, provenant des processus locaux. Et finalement, forward, c'est les paquets qui passent à travers le serveur. Par exemple, d'une interface réseau à l'autre, ou à destination d'une autre machine sur le réseau. Cette table est utilisée lorsque la machine joue le rôle de routeur. Comme il s'agit de la table par défaut, nous n'avons pas besoin d'utiliser le paramètre -t minuscule. Ainsi, pour lister les chaînes et leur contenu, il faut utiliser la commande iptable-l, en détaillé avec la commande iptable-l-n-v. Pour la table NAT contient les chaînes suivantes. Prerouting, modifier les paquets avant le routage. En clair, cela vous permet de rediriger un paquet vers une autre destination. On modifie ici l'adresse IP de destination. On a aussi post-routing qui permet de modifier les paquets après le routage. Cela permet de modifier par exemple l'adresse IP source. Et finalement, on a output qui permet de faire le NAT pour les paquets générés par le pare-feu. Et pour lister le contenu des tables, il faut utiliser la commande suivante. iptable-t minuscule pour préciser le table, on a ici NAT, puis -l majuscule pour lister le contenu. Pour la table mangle permet de modifier les paquets. Elle est surtout utile pour effectuer de la QoS, c'est-à-dire Quality of Service. Cette table ne doit pas être utilisée pour modifier les adresses IP source ou bien destination pour effectuer du NAT. Cette table est surtout utilisée pour modifier les composants suivants. TOS, Type of Service. Ceci est utilisé pour la Quality of Service. TTL, Time to Live, c'est-à-dire la durée de vie d'un paquet. Mark permet de marquer un paquet toujours utile pour la Quality of Service. On a aussi SecMark, ConnectMark. Et pour lister le contenu de la table mangle, on a fait la commande suivante, iptable-t mangle-l. Pour les chaînes de la table mangle, on retrouve les mêmes chaînes précédentes avec les mêmes conditions, c'est-à-dire elle contient les chaînes suivantes. Prerouting, output, forward, input et finalement post-routing. Maintenant que nous avons vu comment fonctionnent les tables et les chaînes, nous allons pouvoir créer des règles. Il faut déjà utiliser le paramètre -t minuscule pour choisir la table qu'on l'on vise. Mais il existe d'autres paramètres. Par exemple, -a majuscule permet de modifier une chaîne et la règle sera créée à la fin de la chaîne. -i permet d'ajouter une règle au début de la chaîne. -d permet de supprimer une règle. Concernant les règles pare-feu, les règles contiennent ensuite des sources, destination, porte, protocole auxquelles on applique une cible à travers le paramètre -g. Les cibles possibles, elles sont les suivants. Accepte, le paquet ciblé est autorisé. Drop ou deny, le firewall abandonne le paquet. Reject, le paquet est rejeté. Queue ajoute la règle dans une liste d'attente consultable par des programmes de l'environnement utilisateur. Return permet de revenir à la chaîne principale. Maintenant,
on va passer à quelques exemples pratiques dans lesquels on a pratiqué ces cibles. On va ajouter une règle au début de la chaîne input, telle que la chaîne bloque tous les paquets ayant pour source adresse IP 8.8.8.8. Et pour ça, on va faire la commande suivante. Sudo iptable -i input, c'est-à-dire pour les connexions entrantes, -s, l'adresse 8.8.8.8, puis -j et drop, c'est-à-dire on a bloqué toutes les connexions. On va maintenant entrer notre mot de passe. Et voilà, donc notre commande est exécutée. Maintenant, pour bloquer le trafic sortant vers l'adresse IP 8.8.8.8, on doit saisir la règle iptable-i output-s 8.8.8.8-j drop, c'est-à-dire pour toutes les connexions sortantes. On va faire sudo iptable -i majuscule output -s 8.8.8.8 puis -j drop. Et voilà, donc la commande est exécutée. On va faire une autre commande pour lister les différentes commandes. On va faire sudo iptable -l -n -v. Et voilà, donc notre règle est bien rajoutée. Donc on a l'adresse IP source 8.8.8.8 et elle est bloquée. Et aussi on a au niveau de chaîne input. Et aussi au niveau de chaîne output, on a aussi cette adresse IP, elle est bloquée. Pour aller plus loin dans les paramètres, on va citer maintenant d'autres paramètres. On a -i majuscule, c'est-à-dire interface réseau entrant, -o interface réseau sortante, -s IP source. On peut aussi utiliser des masques de ce réseau, par exemple /24, -o IP sortante. Là aussi, on peut utiliser des masques de ce réseau, -sport, c'est-à-dire pour source. Attention, il faut dans ce paramètre mais deux tirets. Et aussi, c'est la même chose pour tirer D port, c'est-à-dire port de destination. Et finalement, tiret P qui permet enfin de spécifier le protocole, soit TCP, SCMP ou UDP. Maintenant, on passe à un autre exemple dans lequel on a utilisé quelques paramètres qu'on a cités. Maintenant, pour bloquer le port 80 en sortant sur le protocole TCP sur l'interface Ethernet 0 et à destination de l'adresse IP de Google. Donc, il faut taper la commande suivante. Sudo iptable -i majuscule output -o Ethernet 0 -d 216.58.208.1
Oui, 195. Puis -T TCP pour préciser le protocole. 2-T port pour préciser le port de destination. On a ici 80. Puis -G drop. On va taper notre mot de passe. Et voilà, donc notre commande est exécutée. On va faire une autre commande pour vérifier que notre commande elle est rajoutée sur les commandes qui déjà existent. Donc on va faire sudo iptable -l -n -v. Voilà. Donc notre adresse 216 58 208 195 sur le port de destination 80, le protocole TCP, elle est drop. Et aussi sur l'interface Ethernet 0. Passons maintenant au septième axe, fonctionnement d'IP table. Bon, les chaînes contiennent des règles de traitement des paquets IP. Chaque tableau est associé à un type de traitement des paquets. Les paquets suivent séquentiellement chaque règle des chaînes. Une règle dans une chaîne peut provoquer un saut au moins une chaîne. Le paquet, soit le supprimer ou le renvoyer au destinataire. Lorsque aucune des règles ne peut s'appliquer pour le paquet, c'est la politique par défaut qui entre en vigueur. Là encore, on peut se retrouver avec les trois cas de figure: transmettre, supprimer ou rejeter. La configuration d'un pare-feu consiste donc à définir la politique par défaut, ainsi qu'une série de règles pour chacune des chaînes de filtre essentielles. Donc, comme j'ai déjà cité, iptables est implémenté par défaut dans presque toutes les distributions Linux. Et pour désinstaller la version par défaut de iptable, il faut juste taper la commande suivante. Comme vous voyez, j'ai déjà ouvert mon terminal. Je vais taper la commande sudo apt auto remove iptables. Pardon, iptables. Et je lance. Il me demande mon password. Et voilà. Et ça se passe très bien. Il me demande si je veux continuer. Bien sûr que je veux dire oui. Et de taper un certain nombre de commandes. Et la deuxième façon, c'est d'aller directement. J'ai déjà ouvert le site netfilter.org. J'allais ici dans chercher iptables et voilà. Et je vais faire les releases. Bon, j'allais en iptables. Et voilà, je peux simplement ici installer n'importe quelle version d'iptable que je veux l'installer. Je retourne à mon terminal. Et voilà. Je vais taper pour installer iptable. Ben, je veux premièrement installer les paquets nécessaires pour iptable. Je vais taper la commande sudo. Toujours être en mode utilisateur supérieur.
Donc, sudo apt-get install Python score. Ah, pardon. -dev flex et je lance. Oui. Et ça a terminé. Maintenant, je vais taper la commande sudo pour installer iptable, donc apt install iptables et je lance. C'est terminé. Et maintenant, je vais tester. Je vais faire sudo iptables. Et voilà. Je trouve que j'ai déjà version 1.6.0. Passons maintenant à la 8e partie dans cette vidéo, mettre en pratique, le dropping. Donc l'objectif, après les parties, on va dire que théoriques, on va passer à la mise en pratique. Cette mise en pratique, on va le faire tout simplement sur un protocole qui s'appelle ICMP et pour gérer les pings. Donc les pings, c'est quoi? C'est quand on a deux machines, ben, une machine peut aller pinguer sur une autre machine pour savoir si elle est apte. Donc, si la machine est en marche, donc on peut interdire le fait que une machine donnée puisse aller pinguer l'autre. Donc, première chose qu'on va réaliser, c'est justement, c'est empêcher la fait de pouvoir pinguer l'autre machine. Donc, pour faire ça, on a une commande qui va être assez simple à passer. C'est un iptable, i en majuscule, input. Donc on va se placer sur la machine 172.17.0.2. On va les passer en iptable-i en majuscule, input pour tout ce qui est entrant. Donc là on fait référence à la machine input, -p, ICMP, c'est un protocole donc qu'on peut gérer différentes choses au niveau des pings. Et là, une particularité, c'est qu'on peut lui spécifier des éléments de type particulier. Donc, le type 8, c'est ce qui correspond à l'echo request, c'est-à-dire vraiment le ping réseau, le fait de savoir si la machine est up ou pas. Nous on veut juste bloquer celui-ci, donc on va passer à un -ICMP, type 8, J en minuscule, et là on va dire l'action qu'on souhaite faire. Qu'est-ce qu'on souhaite faire nous? C'est simplement dropper, c'est-à-dire refuser l'accès sur ce type de protocole et d'entrée. Donc ici sur la machine à gauche, on est sur, bon on va faire, et qu'on est sur la machine 172.17.0.1 et voilà, et ici on est sur la machine 172.17.0.2. Bon, voilà, si je regarde les règles, je vais faire un sudo iptable -grand L, pardon,
grand L. Donc vous voyez que je n'ai aucune règle. Ben, si je ping sur 172, je ping sur 172.17.0.2 de la machine 172.117.0.1. Donc qu'est-ce qui va passer? Donc, et voilà, le ping fonctionne. Donc là, maintenant je vais faire un ipétable, sudo ipétable, tirer une majuscule, input. Donc on va dire qu'on s'intéresse à toute la chaîne qui est input. Donc on s'intéresse au protocole particulier ICMP. Et sur l'ICMP, on s'intéresse en particulier sur un type, voilà, précis qui est le 8. Et on précise l'action qu'on souhaite faire, un petit j, et on va dire, ben voilà, on drop. On refuse tout ce qui rentre. Alors, et voilà. Donc là, si je regarde maintenant, alors j'ai bien une règle ici. Je vais ajouter dans la chaîne input. Donc là, si je fais un ping, désolé. Donc voilà, si je ping, donc vous voyez, ça ping pas. Donc il ne fonctionne pas. Il est refusé. Donc maintenant, c'est bien, on a une règle comment faire pour la supprimer. Donc pour la supprimer, je fais un -l d'abord. Ah, désolé. Pour supprimer toutes les règles d'un coup en faisant un -f. Alors ça c'est un peu absurde puisque du coup vous savez pas ce que vous supprimez ou alors ça c'est un peu absurde puisque du coup vous savez pas ce que vous supprimez ou pas et peut avoir des conséquences très importantes. Donc nous on va faire un tiret grand L. On va faire un tiret grand L. Tiret line numbers. Donc là, on trouve les règles, mais avec au tout début le numéro de la règle dans la chaîne. Donc, correspond. Donc nous, on va faire un iptables, sudo iptables -d pour dire on supprime, on s'intéresse à la chaîne input. On va faire input et on s'intéresse à la règle numéro 1. Et voilà. Donc on va taper iptable -rl-line numbers. Et donc le si, je vais faire un test. Et voilà, la règle a été supprimée. Donc je vais reping. Et comme vous voyez, le ping fonctionne. Maintenant, on peut vouloir faire autre chose. Alors, sur le ping, c'est pas faire forcément de l'exemple, mais ce qu'il faut retenir, c'est le principe. Le principe, c'est là, on va vouloir empêcher de sortir faire de ping, c'est-à-dire on va être on va jouer sur l'ipétable, sur les règles de la machine 172.
sur les règles de la machine 172.17.0.1. Voilà. On va se situer ici à la sortie de cette machine qui va aller en destination d'autres machines, donc notamment celle-ci. Donc là, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir dire, voilà, je ne veux pas sortir pour pouvoir faire de ping. Donc là, on va faire le même principe que tout à l'heure. On va faire un iptable, tirer grand I. On va jouer sur l'output puisqu'on est en sortie. Donc on va jouer sur le protocole -p l'ICMP et on va dire, ok, ici, je vais faire un iptable-l. Donc, comme vous voyez, je n'ai aucune règle. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, en fait, on va rajouter une règle. On va faire un iptable. Ah, pardon. Iptable. Tirer bounty. Donc, on va sur output. On va s'intéresser au protocole ICMP. Pardon. Et voilà, on va préciser l'action qu'on souhaite faire. Donc, c'est toujours un drop. Et voilà. Si je vais tester. Et comme vous voyez, j'ai mon règle qui a été ajoutée maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire notre ping. Donc, je vais faire un ping. Voilà, 172.17.0.2. Et voilà, la réponse est différente. On est sur la machine en question et il nous dit que voilà, l'opération n'est pas permise, bien sûr, puisqu'on vient de dropper dropper cet élément. Là maintenant, on va nettoyer cette règle. Alors on va faire un sudo iptable, pardon, iptable -l line numbers, non, line numbers. Voilà. Donc, on va chercher la question. Voilà la règle. Donc, il est situé sur l'output et elle a la numéro 1. Voilà. Donc, pour la supprimer, on va taper la commande suivante. Donc, sudo iptable compter pour être sûr que la chaîne c'est output et le numéro du règle. Donc on va faire. Donc là, si je refais un ping, donc voilà, comme vous voyez, tout fonctionne très bien. Donc voilà, c'est tout. Donc voilà notre 9e axe dans ce vidéo, sécuriser une machine avec iptable. On va voir les principes de base, un peu de théorique de comment sécuriser une machine avec iptable. D'un point de vue réseau, comment faire pour sécuriser une machine. Donc bien sûr, on s'intéresse qu'au réseau et ce ne sont que des principes que je vais vous partager. Comme ça, après, on peut aller beaucoup plus loin, on peut faire plein d'autres choses. En tout cas, on va dire que c'est un socle de base qui peut être intéressant. Donc dans les règles, le principe qu'on a vu dans la partie précédente peut être intéressant. C'est de refuser toutes les machines entrantes ou sortantes, tous les entrées ou tous les sorties.
Donc, par exemple, si on a une application, ce qu'on peut faire, c'est sur un port donné visé par une application. Ben, si on veut que cette application soit utilisée que par une autre machine ou quelques autres machines, ben, on va d'abord passer une règle qui, par défaut, va ne laisser entrer aucun autre IP sur ce port en particulier. Et puis après, on va autoriser selon besoin les machines à venir entrer. Donc là, si aussi la notion importante, on refuse tout et on autorise au fur et à mesure, seulement en fonction du besoin. Donc là, c'est une bonne règle de sécurité, c'est-à-dire qu'on refuse tout, mais au cas par cas, on accepte. Donc première chose à faire, c'est de supprimer toutes les règles présentes sur la machine, parce que sinon on n'ira pas clair. Donc on supprime toutes règles. Donc là, on applique epitable, petit t, sur filter, "-f" en majuscule, ça va permettre de flusher, donc supprimer toutes les règles. C'est sur une machine distante. Si vous êtes dans, je sais pas moi, un centre serveur ou vous êtes un site de e-commerce ou d'autres, ben ça peut être intéressant. Vous faites peut-être de monitoring. Bon, bien sûr, il faut laisser passer les pings, sinon vous n'avez pas d'informations. L'autre élément qui peut être intéressant à faire, en matière de sécurité. Mais là, attention en termes de pratique. On peut reconfigurer SSH. Quand on installe sur la machine SSH, on peut aller dans la conf etc SSH, SSHD de mémoire. On peut aller modifier la config SSH et au lieu de communiquer à SSH port 22, on peut le faire sur le 2222. Donc, du coup, quelqu'un qui souhaite pirater votre machine, par défaut tout le monde. Imagine que ben, la connexion SSH est faite sur port 22. Donc là, il ne pourra pas s'y connecter aussi facilement. On va attaquer par ce port. Donc pour autoriser ça, très simplement, on fait un tiret à majuscule pour ajouter une règle, "-p, TCP, et on ajoute le port 22, on, a, on accepte donc on input et on output. Donc ce principe-là, donc là vous voyez, on commence à autoriser plein de choses. Ce principe-là, on peut le faire ensuite en fonction de la typologie de la machine sur laquelle on est. Soit un serveur web, l'FTP, serveur de messagerie ou autre. Donc voilà une petite liste non exhaustive des ports qui sont utilisés. Et donc on pourra au fur et à mesure ajouter ces ports pour pouvoir laisser entrer des connexions comme on souhaite. Bon, donc ça, c'était quelques petits principes de base pour la sécurité en réseau avec iptable. Concernant les règles d'Epitable, dans ce TP, on va essayer de faire un script, c'est-à-dire un fichier dans lequel on va essayer de lister les différentes commandes que l'on souhaite de taper. Et pour ça, on va aller sur votre terminal. Voilà. Tout d'abord, on va utiliser la commande sudo epitable pour vérifier que notre epitable est bien installé. On va taper notre password. Et voilà, notre epitable, comme on a vu, est bien installé. Ensuite, on va utiliser la commande sudo epitable -L majuscule pour lister les différentes chaînes qu'il existe sur notre epitable. Voilà, on a 3 chaînes. Chaîne input pour les paquets entrants, forward pour les paquets redirigés et output pour les paquets sortants. Par défaut, on a la politique accept. C'est la politique par défaut. C'est-à-dire, si aucune règle correspond à votre règle, pratiquement, elle est acceptera. Donc, pour la sécurisation, on va changer toutes ces règles. Et pour limiter les paquets, on va tout fermer. Et ensuite,
on a ouvré tout ce qu'on a besoin. Et pour ça, on va utiliser la commande suivante. Sudo epitable-p majuscule input, c'est-à-dire pour les paquets entrants, et drop. C'est-à-dire on va bloquer toutes les connexions entrantes. Mais attention, ne tapez pas cette commande tout de suite parce que si je fais ça, donc automatiquement je bloque toutes les connexions que vous entrez. À cause de cette commande, je viens de couper toutes les connexions entrantes, qu'importe le port. Tout est coupé. Le problème donc, pour vous connecter et taper votre commande SSH, vous avez besoin de communiquer avec vos serveurs. Donc, pour régler le problème, il faut redémarrer la machine. Du coup, si la machine redémarre, toutes les règles sont effacées. Donc, il faut gérer les commandes qu'on a au niveau de notre pare-feu. Donc, il faut créer un fichier pour pouvoir taper une commande d'une manière automatique. Pour cela, on va utiliser un petit script. Donc, on va créer un fichier SH comme shell et à l'intérieur, on va mettre les différentes commandes qu'on souhaite taper. Ce fichier, on va l'exécuter en mode utilisateur. Donc, on va faire sudo vim puis le nom de notre pare-feu. Pare-feu.sh. On va entrer notre password et voilà. Donc, à l'intérieur, on va préciser avec quel shell on a travaillé. On va mettre le shell par défaut. On va faire /bin/sh. Donc, après, on va mettre les listes des commandes qu'on a vouloir taper. Donc, on va commencer d'abord pour nettoyer les différentes règles qu'on a pouvait déjà avoir dans notre pare-feu. Là, on fait un code de flash. Code flash. Puis, on va faire la commande epitable-f majuscule. Ensuite, on va modifier les différentes politiques comme on a fait tout à l'heure. On va tout bloquer. Donc là, on va mettre politique. On va citer les commandes qu'on a besoin. Epitable-p majuscule output drop. Avec cette commande, on a changé la politique pour toutes les connexions sortantes. On va les bloquer. Et la même chose, on va faire avec les connexions entrantes et les connexions redirigées. Pour ça, on va faire epitable-p majuscule input drop. Puis, epitable-p forward drop. Si on exécute ces commandes-là, on va se retrouver encore une fois bloqué. Donc, on doit mettre en place une commande particulière qui va permettre de dire que si une connexion déjà ouverte ne le dégage pas. On appelle ça connexion établie. Donc, on va faire connexion établie. Là, c'est une règle un petit peu particulière. Donc, on va faire les commandes suivantes. Epitable-a majuscule, c'est-à-dire je vais rajouter une règle. Oui, input-m
States, de tirer States, oui, is, pardon, c'est majuscule, established, virgule, related, puis, tirer G, accept. On va faire la même chose pour les connexions sortantes. On va faire epitable, tirer A, output, tirer L, state, de tirer, state, established, virgule, related, tirer G, accept. Puis, je quittais mon fichier avec le sauvegarde de tous les règles qu'on a déjà listées. Et voilà. Ensuite, on a besoin d'ouvrir certains ports particuliers. Pour connaître l'ensemble des portes qui sont utilisées par notre machine, il faut taper la commande suivante. Sudo netstate de tirer init puis tirer npl. N pour afficher les adresses numériques, P pour afficher les programmes qui correspondent à tout ce qui est ouvert et L pour lister. Et voilà, on a les différentes portes. Par exemple, au niveau de SSH, on a le port de numéro 631. Maintenant, on va vouloir ouvrir ce porte pour avoir accédé au SSH depuis l'extérieur. Donc, je vais aller encore une fois à mon fichier pare-feu. Donc, sudo vim pare-feu.sh. Et on va insérer une autre commande. On va faire SSH, puis epitable, tirer A input, tirer P TCP pour indiquer le protocole. Ici, on a travaillé avec le protocole TCP, puis de tirer des ports pour indiquer le port de destination. On a ici 631. Puis, je ferai tirer G, accept. Pardon, accept, c'est majuscule. Et voilà. Et maintenant, je veux quitter mon pare-feu.sh avec le sauvegarde comme toujours. Bon, maintenant, si je veux essayer d'exécuter ce fichier, il faut taper la commande suivante, sudo sh le nom du fichier pare-feu.sh. Voilà, donc ça, elle montre que le fichier est bien exécuté, il n'existe aucun faute. Et pour lister les règles qu'on a ajoutées, on va faire sudo epitable -l majuscule. Et voilà, je vois que j'ai différentes règles qui ont été rajoutées. Par exemple, les politiques, elle va changer, elle va drop, elle n'est pas accept. Par exemple, sur la chaîne input, on a l'acceptation de
les portes de TCP, au niveau de protocole TCP, etc. Maintenant, on va faire un routeur sur le fichier parfait.sh et on va continuer de faire quelques modifications. La modification qu'on a à faire, c'est autoriser le loopback, c'est-à-dire autoriser les éléments communiquer les uns avec les autres au sein de votre serveur. C'est utile lorsque, par exemple, PHP se connectait à MySQL. Et pour ça, on va faire les commandes suivantes. Autoriser le loopback, puis épitable -1 majuscule, input -i pour spécifier l'interface LO, -g accept. C'est-à-dire on a accepté les connexions entrantes par l'interface LO. On va faire la même chose pour les connexions sortantes, c'est-à-dire épitable -a output -i LO, pardon, on met -o, puis LO, -g accept. Et voilà. Comme ça, c'est quelque chose que vous allez en général toujours mettre. Toutes ces règles-là au-dessus, ça ne change pas, c'est toujours présent au niveau de différentes configurations. Si vous laissez les choses comme ça et essayez d'utiliser le site, par exemple mon supersite.fr, on va aller maintenant sur Firefox. Si on a tapé par exemple super site.fr.80. Voilà. Si on a accédé, on voit qu'on n'a pas accessible parce que par défaut, notre serveur n'accepte pas les connexions entrantes. Donc, on va autoriser les connexions entrantes pour le HTTP. Et pour ça, on va faire un autre retour sur notre fichier parfait.sh et on va faire HTTP, puis la commande épitable -a input -p pour préciser le protocole, on a TCP, oui, des ports pour définir le port, on a la porte 80, puis -g accept. Maintenant, on va quitter ce fichier avec la sauvegarde, comme toujours, on va faire échappe de point WQ. Maintenant, le port 80 était autorisé et si on a actualisé la page, on voit que ça marche directement. Maintenant, on va revenir dans notre fichier parfait.sh. Voilà. Donc là, le problème de votre serveur est plus capable de communiquer avec l'extérieur. Donc, elle peut autoriser les connexions HTTP. Et pour ça, on va ajouter les commandes ou bien les règles suivantes. Échappe I pour l'insertion.
on va faire epitable -a majuscule, output pour les connexions sortantes, -p pour indiquer le protocole, on a TCP, puis -d porte 80, puis -g accept. On va faire aussi epitable -a output -p TCP des portes 483 G accept. Le port 483, c'est le port de connexion par défaut de SSH. Maintenant, on va ajouter aussi la commande pour les connexions entrantes. Ici, pour le port 483, on va faire la même chose. epitable -a inputs -p TCP 2-d porte 483 -g accept. Après que vous avez compris le principe, si jamais vous avez configuré un serveur mail, il faudra avoir les connexions entrantes et sortantes de porte, par exemple 85 pour la partie SMTP, etc. De la même façon, si vous allez ouvrir le MySQL vers l'extérieur, il faut ouvrir le port 3306. Si vous ouvrez PHP par exemple, c'est le port 9000 qui va ouvrir, ainsi de suite. Donc, globalement, la configuration dépend du système que vous allez installer sur votre machine. Il y a beaucoup de règles qui est un peu compliqué et selon votre besoin, vous avez la possibilité de chercher à Google pour connaître les commandes que vous voulez, l'appliquer dans le script. Donc maintenant, on va quitter notre fichier avec le sauvegarde comme toujours. On a une erreur. Bon, après qu'on a réglé le problème dans notre pare-feu .sh, on sait que une fois qu'on a redémarré la machine, les règles qu'on a configurées vont supprimer et qu'on a tapé sudo epitable-l majuscule, je ne retrouverai rien. Du coup, si on souhaite qu'un script soit exécuté à chaque démarrage, il faut le déplacer sur le dossier init.d. Et pour faire ça, bon, j'ai déjà déplacé le fichier sur ce dossier. Ben, la commande qui permettrait de faire cette opération, c'est la suivante. Sudo mv parfait.sh, puis le dossier qu'on a init.d. C'est ça la commande, mais moi j'ai déjà remplacé mon fichier. Elle reste juste de lister le contenu de ce dossier dans lequel je déplaçais mon fichier. Et pour ça, je vais faire sudo ls otc init.d. Et voilà le contenu de notre dossier.
On a beaucoup de choses, on a plein de choses. Parmi elles, on a voir qu'on a le serveur Apache 2. On va voir qu'est-ce qu'on a sur serveur Apache 2. Et pour ça, je vais faire sudo vim otc slash init.t slash apache 2. Et voilà le script de notre Apache 2. Il utilise bin sh. On va quitter cette script maintenant. On va faire les commandes suivantes. On va faire cd otc init.d pour entrer dans ce répertoire, bien dans ce dossier. Puis on va faire sudo mv parfait .sh parfait. Donc, on a déplacé le parfait.sh, c'est-à-dire ce fichier qui existe sur le dossier etcinit.d, sur un autre fichier qui s'appelle parfait. Maintenant, pour sera exécutable par tout le monde, on va faire la commande suivante, sudo chmod plus x et le nom de notre fichier. Parfait. Et on va faire sudo update -rc parfait default. On a une erreur. Maintenant, il faut corriger la commande de sudo update-rc, etc. On va faire sudo update-rc.d. C'est ça la faute. Et cette commande nous permettre permettre la possibilité pour les commandes lancées par défaut. Et donc, il faut entrer notre mot de passe. Voilà. Maintenant, je stopper mon serveur et voir est-ce que fonctionne directement. Et pour ça, on va faire sudo halt. Maintenant, il faut redémarrer la machine. On a redémarré la machine. Après que ma machine est redémarrée, on va aller encore une fois sur notre terminal. Et on va taper la commande sudo iptable -l majuscule, iptable, pour vérifier
que notre règle est encore enregistrée. Bon, on va taper notre login. Et voilà, je vois que j'ai l'ensemble de mes règles qui ont bien été rajoutées dans mon pare-feu d'une manière automatique. Si jamais plus tard j'ai installé de nouveaux logiciels et j'ai besoin d'aller communiquer vers Internet, et si jamais j'ai besoin de modifier mes règles, il faut juste taper sudo vim slash otc slash init.d pare-feu. Et voilà, on a la possibilité d'entrer encore une fois sur notre fichier et modifier, soit ajouter, soit supprimer des règles. Maintenant, on va quitter avec le sauvegarde. Et si je veux la lancer, il faut juste faire la commande suivante, sudo sh otc init.d slash pare-feu. Et voilà, on a lancé euh, le fichier et l'exécuter. Toutes les commandes qui existent dans ce fichier, il exécute. Et c'est l'avantage que je peux la lancer plein et plein de fois. Euh, donc, elle n'a pas de limite. J'espère que ce TP il est utile pour vous et va donner à vous la possibilité de comprendre les règles, les options de DPTable et tout ce qui concerne un script d'un API table.